Alors, la petite promenade, on a notre attestation. On s'est fait une attestation, hein Eva, c'est vrai? Oui, on s'est donné Voilà. la permission de sortir. On s'est fait une attestation. On va démonter la parabole parce que déjà elle me sert à rien, je m'en sers pas avec mon système pour la télé, je m'en sers pas, et en plus je vais devoir poser quelque chose d'autre. Ah, tu étais déjà là toi? Je disais, je vais couper ces câbles là et ensuite je pourrai l'enlever. Il ne me restera plus qu'à supprimer ce qu'il y a à l'intérieur, supprimer ces deux câbles pour faire passer les deux que je vais passer à la place, et voilà, la parabole, ça je vais les laisser, hein. Je vais les laisser, ça va me servir de fixation pour fixer la nouvelle machine que je vais mettre dessus. C'est pas tout, parce qu'on a les petites choses qui sont là, ça et ça à démonter aussi. La télécommande, le positionneur et le démodulateur. Le démodulateur, ou je sais pas, c'est ça, il y a la carte dedans, tu vois. Et le câble, il est tout complet. Donc si tu es intéressé, ben écoute, fais-moi savoir. Définition de nomade, donc, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est qui n'a pas d'habitation fixe, opposée à sédentaire. Donc il faut arrêter avec cette phobie là de dire t'es nomade, t'es pas nomade, machin, il faut arrêter. Nomade, c'est le mot le plus simple pour qualifier ce que je vis actuellement et ce que vous apprêtez certainement à vivre pour beaucoup. Il y a dans les pays arabes où ils traversent sur un chameau tout le Sahara. Bon, si c'est cette image là que tu as du nomade, il faut dépoussiérer un peu de tes connaissances, hein. L'outil, ça ne doit pas être le but. Ça veut dire que ce que tu vas acheter pour pouvoir te détacher de ta maison et puis t'alléger un peu la vie, c'est un outil. C'est un outil, alors il y a un côté passionnel forcément, hein, et ça tu peux pas l'occulter, hein, tu vas avoir des préférences pour un outil ou un autre. Mais c'est comme si, par exemple, tu achetais une Ferrari pour aller faire les courses. Voilà, pour aller faire les courses à Leclerc. Il y a mieux, hein, pour aller travailler. Parce que tu ne veux pas travailler avec un fourgon, alors tu t'achètes une Ferrari. Bon. Dans le camping-car, c'est un peu pareil. Tu vas acheter quelque chose qui va convenir à ta situation et à ce que tu veux en faire. Tu ne vas pas acheter quelque chose parce que c'est beau, juste parce que c'est beau, parce que ça te plaît, et qu'au final, au moment où tu vas l'utiliser, tu vas te rendre compte que c'est pas pratique. Donc il y a vraiment le côté pratique qu'il faut mettre en avant. C'est en fonction de ta configuration de ta famille, souvent. Alors le premier point où il va falloir réfléchir, c'est poids lourd ou VL. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Pour moi, il faut passer sur un poids lourd. Rien que par le fait de la capacité en eau déjà qui est réduite sur un 3,5 tonnes, tu vas me dire oh, j'ai pas le permis de conduire. Si tu prépares ton projet, le permis de conduire, c'est pas énorme. Aujourd'hui, ils font un petit permis, hein, le C1, qui coûte entre 1000 et 1200 euros, entre 800 et 1200, on va dire. Le code, si tu le fais en accéléré, dans un organisme, moi je me rappelle, j'avais passé mon permis chez Benoît à Louan, donc dans le 71, hein, où ils font des stages accélérés. J'ai passé mon super lourd en 3 semaines, code compris. Le code, je l'ai eu du premier coup parce que on te fait faire des cours intensifs en code où on t'explique tous les pièges. Et du coup, ton code, au moment où tu le passes haut la main, hein. D'ailleurs, on te présente, eux, ils ont besoin d'un bon taux de réussite et ils te présentent quand ils sont quasiment sûrs que tu vas l'avoir. Poids lourd VL. Bon, si vraiment tu veux pas, c'est rédhibitoire pour toi le permis, tu veux que ta femme puisse le conduire,
à ce moment-là, oui, passe sur un VL. Mais il faut savoir quand même que tu auras moins de charge utile, tu auras moins de capacité. Ensuite, il y a la configuration du véhicule. Pour vivre à l'année, alors là je dis bien je mets bien des guillemets sur ce que je vais dire, pour vivre à l'année, ça veut dire que tu veux y vivre tout le temps. On va pas parler des camping-cars pour passer tes vacances. Le plancher, le double plancher, ça pour moi, c'est une nécessité impérative. Le premier point, c'est que ça te fait une lame d'air entre le sol et ton espace. Tu vas avoir une lame d'air qui fait souvent 30 cm, 25, 30, quelquefois un peu plus. Elle est chauffée la plupart du temps. Et du coup, tu ressens beaucoup moins le froid qui vient du sol, surtout l'hiver. Toutes tes réserves, comme la réserve d'eau, sans double plancher, ta réserve d'eau, elle est sous une banquette la plupart du temps. Donc ça te condamne déjà les rangements que tu peux avoir sous une banquette. Souvent la réserve d'eau usée, elle est en dessous. Le moment où tu vas prendre le froid, souvent la réserve elle va geler. Donc souvent il y a des sondes électriques dedans pour les tenir en hors-gel. Les batteries, c'est pareil. Tes batteries du coup, et même ce que tu vas rajouter en autonomie, si tu as besoin de plus de batterie et plus d'autonomie avec les convertisseurs, etc. Si tu n'as pas de double plancher, ce sera forcément sous tes banquettes également. Les banquettes, tu ne peux pas utiliser les rangements. Parce que c'est pareil, le trauma, le chauffage, il va venir également dans l'habitacle, puisque tu n'as pas de double plancher. Mais un véhicule comme le mien, par exemple, mes salons de jardin, donc les transats, etc., c'est dans le double plancher. Mon outillage, c'est dans le double plancher. Donc dans le double plancher, je peux y ranger énormément de choses. En plus, c'est traversant, donc tu as beaucoup de place. L'inconvénient du double plancher, c'est que tu vas augmenter la hauteur du véhicule. C'est pour ça qu'on en retrouve très très peu sur les fourgons. Ça commence à venir, mais c'est des doubles planchers dans lesquels tu ne peux pas ranger. C'est vraiment des doubles planchers très petits. Par contre, quelquefois, tu as le réservoir d'eau, en effet, qui est beaucoup plus plat. Et sur les profilés, c'est plus rare aussi, parce que profilé, il est également d'une hauteur qui est quand même assez réduite. C'est d'ailleurs le but du profilé. Par contre, sur des intégraux, là, c'est un peu plus facile à trouver, et sur des capucines aussi. En fonction de la constitution de ta famille, tu vas devoir opter pour un véhicule qui va être plus adapté au niveau de l'aménagement. Si vous êtes un couple avec les deux parents plus les deux enfants, eh bien les deux enfants, c'est compliqué de les faire dormir dans le même espace. Chacun doit avoir la possibilité de s'isoler un peu. Quand tu as des lits superposés, par exemple, les espaces sont souvent fermés par un rideau. Et là, malheureusement, à part les capucines, tu as peu d'aménagement aujourd'hui. Sur de l'intégrale, par exemple, il y en a, ça existe, mais c'est très rare, où tu trouves des lits superposés. Bien souvent, les lits superposés, ça te supprime la soute. Il y a souvent le lit inférieur qui se transforme en soute. Donc là, si tu voulais une soute, ça va être difficilement compatible. Lit superposé plus soute, ou alors condamner un lit superposé, mais à ce moment-là, si tu avais deux lits superposés pour les enfants, tu te retrouves avec un lit superposé sans transformer en soute, c'est moins pratique. Souvent, on hésite pour garder le double plancher entre un intégral et un capucine, quand on a bien sûr une famille de 4 personnes, et là, il faut faire des compromis. Voilà, tout simplement. Tu as deux possibilités qui sont bien adaptées donc, à la vie nomade. C'est le lit sur soute, comme moi j'ai, mais moi les lits, ça fait 2 lits séparés qu'on peut transformer en grand lit, et le véhicule est beaucoup plus long, et c'est souvent le lit transversal, qui fait 140, qui est posé sur une grande soute dans laquelle tu peux rentrer des vélos, tu peux rentrer quelquefois un scooter, et puis tu peux aménager cette soute pour charger. Mais ça impose que tes enfants dorment à 2. Ou alors tu transformes dans ta dinette, tu transformes une partie de la dinette en lit. Je pense qu'il faut privilégier les lits permanents. Parce que de faire le lit tous les jours avant que tes enfants aillent se coucher, c'est galère. Et puis si toi tu dors sur un lit pavillon ou un lit capucine, t'as tes enfants juste en dessous. Ça supprime un peu d'intimité. C'est pas le choix de la beauté du camping-car et tout, c'est la configuration d'abord. Ensuite, tu passes à l'esthétique, mais il faut d'abord partir sur une configuration qui convienne à ta famille. Ça, c'est important, si tu veux bien sûr réussir ton projet. C'est sûr que ça ne plaît pas tout le temps. Il y a des gens qui disent « moi, je veux pas de capucine. » Oui, mais tu veux pas de capucine. Il faut quand même reconnaître que en famille, c'est ce qu'il y a de plus adapté. Je le rappelle donc, un camping-car, c'est pas fait pour y vivre à l'année. C'est toujours une adaptation d'un espace à quelque chose qui n'est pas prévu au départ pour ça. Dans le prochain épisode, on parlera des avantages et des inconvénients de chaque configuration. Je vais préciser un peu plus les configurations dont je viens de te parler.
en te donnant les avantages. On va rentrer un peu plus dans la configuration et je vais te dire pour moi, je vais te montrer des exemples de véhicules et je vais te donner la configuration type pour moi, quelques configurations type qu'il faut choisir pour pouvoir partir en Europe. Moi, je pense que les gens qui ont des grosses fesses, il vaut mieux qu'ils prennent des poids lourds. D'accord. Ok. Vous avez des grosses fesses, achetez un poids lourd. Si vous avez des fesses rachitiques, eh ben, prenez une camionnette. Ouais, c'est ça, hein. Ça, c'est la conclusion d'Eva. C'est génial, non? Ça va être beaucoup plus simple. Hein. Ben oui. Toi, en fait, il te faudrait un poids lourd alors. Non, moi je suis petite, j'ai des Ouais. fesses. Ah, bon, par rapport tes fesses par rapport à ton corps, elles sont énormes. Dis pas ça.